Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Virtuel SMAP, une édition qui se veut 100% virtuelle. Comme à son habitude, le SMAP organise un cycle de conférences avec des notaires pour traiter diverses thématiques qui concernent les Marocains d'ici et d'ailleurs. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Maître Majida Ktani, notaire à Fès, Maître Abdelmejid Bargash, notaire à Rabat, Maître Mohamed Amin Bennis, notaire à Tanger et Maître Kautar Hadjiwi, notaire à Casablanca. Maître Kautar Hadjiwi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de répondre présent à notre requête. Je m'adresse à vous pour traiter un sujet d'une importance capitale qui est la transmission de patrimoine. Il y a plusieurs volets dans cette thématique justement. Il y a certainement des conseils à donner, des éclairages par rapport aux différents régimes patrimoniaux. Donc je vous laisse la parole. Donc la transmission du patrimoine, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui est très vaste. Et généralement, quand nous sommes au salon de l'immobilier, que ce soit à Paris ou à Milan, il y a souvent beaucoup de questions qui reviennent. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine représente l'ensemble des biens meubles et immeubles que possède une personne. Nous ne sommes plus à l'époque où seuls les biens immobiliers étaient considérés comme des biens de grande valeur. Aujourd'hui, nous avons des fortunes mobilières qui existent, des grosses fortunes mobilières. Organiser la transmission de son patrimoine peut être synonyme d'organiser l'avenir. Il est important de préciser qu'il n'existe pas de code de transmission de patrimoine. Chaque individu est unique et un cas particulier. Et la diversité des individus et des problèmes fait qu'il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions. La transmission du patrimoine peut se faire du vivant de son propriétaire par des donations. Et si rien n'est prévu, elle se fera de toute façon par la succession. Donc la transmission par succession, nous sommes dans le cas d'une personne qui a été surprise par une mort soudaine et qui n'a pas eu le temps d'organiser la transmission de son patrimoine. Donc la question qu'on va se poser, comment va s'opérer ce changement de titulaire au niveau des biens? Il est important de rappeler qu'en droit marocain musulman, un héritier a une part double de l'héritière de même rang. Un non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman. Je m'explique. Un Marocain musulman marié avec une Française qui ne s'est pas convertie à la religion musulmane. Donc, le contrat de mariage sera valable au Maroc, il sera reconnu par la loi marocaine, mais en cas de succession, si monsieur décède avant madame, madame n'étant pas musulmane, elle ne pourra pas hériter de son mari. Oui, c'est clair. Il y a aussi une chose importante, c'est concernant les contrats de mariage établis à l'étranger par des Marocaines musulmanes qui se sont mariées selon le droit local. Des femmes, généralement, elles ne savent pas qu'au Maroc, elles sont considérées comme célibataires. Alors souvent, on nous dit « mais ce n'est pas possible, j'ai des enfants, mes enfants sont musulmans, vous ne pouvez pas me dire que je suis considérée comme célibataire ». Eh bien oui, malheureusement, elles sont considérées comme célibataires. La nouveauté du Code de la famille de la Moudawana permet à ces jeunes femmes de transcrire leur acte de mariage au niveau de l'ambassade ou du consulat afin que leur contrat de mariage soit reconnu au Maroc. Et il y a une condition qu'il faut qu'elle soit dans l'acte, il faudra qu'il y ait 2 témoins musulmans. Si rien n'est prévu, donc si une personne a été surprise par une mort soudaine, de par le décès, les héritiers vont se retrouver dans l'indivision. L'indivision est une situation instable, elle peut durer plusieurs années. Et si les héritiers, il y a une mésentente entre eux, ça peut être le chaos pour la succession. On voit des entreprises qui n'existent plus, on voit des comptes bancaires bloqués.
Et en cas de mésentente entre les héritiers, si le partage ne se fait pas à l'amiable, il se fera judiciaire. Donc, il est important de conseiller aux gens d'organiser la transmission de son patrimoine. On peut avoir recours à un contrat d'assurance vie. Alors, l'assurance vie au Maroc a connu certains préjugés, car pour certains théologiens, c'est une façon de parier sur la vie humaine Donc, on se considérait on est dans l'illicite, dans le haram. Oui. Aujourd'hui, l'évolution socio-économique de la société marocaine a accepté le contrat d'assurance vie, et l'assurance vie existe au Maroc depuis un arrêté viziriel de 1934, et plus exactement le 28 novembre. Quand on a un enfant atteint d'un handicap mental, cet enfant n'aura pas besoin de biens immobiliers. Généralement, ce sont des enfants qui ont besoin d'argent. Donc, penser à une assurance vie est un excellent outil de transmission de patrimoine. En plus, la souscription d'un contrat d'assurance vie échappe aux droits des créanciers. Donc, à mon avis, ça c'est très important également de le dire. Dans certaines législations, on peut faire un testament, c'est-à-dire léguer une partie ou la totalité de ses biens par testament. Bien évidemment, dans certains pays, comme en France par exemple, il y a la réserve héréditaire, on ne peut pas tout léguer. En droit marocain, donc en droit musulman, on peut léguer par testament que le tiers de son patrimoine. Donc si on veut léguer son patrimoine par exemple à des petits-enfants ou à une personne qui est étrangère à la succession, on peut par testament léguer un tiers de son patrimoine. Si le patrimoine est naturellement transmis par succession, il y a d'autres méthodes beaucoup plus rapides qu'on peut faire du vivant de son auteur. C'est le cas des donations. Alors, c'est quoi une donation? On en entend parler des donations, et pourquoi faire une donation? Alors, quand on fait donner un bien, d'abord c'est un acte bilatéral, c'est un acte à titre gratuit par lequel une personne donne un bien de manière irrévocable à une autre personne, le donataire qui l'accepte. Quand on donne, on se dépouille. Donc il y a des parents qui veulent se dépouiller au profit de leurs enfants. C'est une façon pour eux de les installer dans leur vie, de régler beaucoup de choses. Quand on n'a que des filles, il y a certains parents qui préfèrent, vous savez, quand on n'a que des filles, on a peur qu'il y ait des oncles qui héritent avec eux. Certaines personnes, ça ne les dérange pas, il y en a d'autres personnes, ça les dérange énormément qu'il y ait des oncles qui héritent, parce que quand il n'y a pas de descendants mâles, quand on n'a pas de garçons, on sait très bien que les oncles héritent avec eux. Oui. Donc certaines personnes ont recours à la donation. Alors quand on donne, il y a des avantages, au niveau fiscal. Quand on donne en ligne directe, c'est-à-dire entre enfants, quand on donne entre conjoints, et quand on donne aux enfants et entre frères et sœurs. Il y a des avantages au niveau des droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement sont que de 1,5% au lieu de 4 voire 5%. Et au niveau de la plus-value, l'IGR sur le profit foncier, certaines personnes, on appelle ça la TPI, il y a une exonération quand c'est en ligne directe. On paye 0 dirham de plus-value. Au Maroc, il n'existe pas de droit de retour à la succession, contrairement en France. En France, quand on donne un bien, il y a un droit de retour, on évalue le bien au jour du décès. Au Maroc, non, on peut donner à qui on veut, il n'y a pas de limite. On donne à qui on veut. Bon, on peut même, ça c'est pas très bien, on peut même dépouiller, déshériter un enfant par le biais d'une donation. Malheureusement, c'est bon. Ça peut créer des dissensions. Sauf que les avantages fiscaux, voilà, ils sont applicables seulement sur la ligne directe, les Exactement. Et il ne faut pas oublier, chez nous, il n'y a pas de réserve héréditaire, je le redis, donc on peut vraiment donner ce qu'on veut. Maintenant, quand on a plusieurs héritiers, on peut faire une donation-partage. La donation-partage, c'est quoi?
c'est un acte qui est d'une très grande souplesse. Quand vous avez plusieurs enfants, c'est un acte qui associe la donation et l'acte de partage. Donc, c'est quand on a plusieurs enfants, c'est très bien de faire une donation, partage, ça peut être un choix. On peut aussi avoir recours, on peut ne pas vouloir se dépouiller, c'est un choix, on peut se dire, finalement, si je donne un bien à ma fille ou mon fils, moi, je n'ai plus rien, ou bien au salon d'immobilier, on me dit souvent, s'il se marie et puis s'il donne le bien à son conjoint, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Donc, en fait, pour rester maître de l'affaire, on peut avoir recours à une donation avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire que les parents peuvent garder l'usufruit et donner ou bien acheter, on peut faire aussi des achats, donc comme ça, faire acheter seulement l'usufruit et acheter la nue propriété aux enfants. On peut faire une donation avec réserve d'usufruit. Donc l'avantage d'une donation avec réserve d'usufruit, fiscalement, ça réduit les impôts. Pour rester maître de l'affaire. Si vous louez, c'est vous qui percevez les fruits de la location. Voilà, donc ça, ce sont les différents aspects. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs solutions. Il y a aussi les sociétés civiles immobilières. Oui. Bon, je pense que j'ai pas trop le temps, on me dit que je n'ai pas trop le temps de développer tout ça. Donc, si vous avez des questions, je pourrai y répondre tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler des règles de succession internationale. Si vous me permettez d'en parler. D'abord, je vous en prie. Merci. Donc d'abord, c'est quoi une succession internationale? On parle de succession internationale dès lors que le défunt détenait au moins un bien dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence, ou bien est décédé dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence. Donc il y a un règlement européen relatif aux successions internationales qui a été du 4 juillet 2012, c'est la loi 650-2012, et qui est rentrée en application le 17 août 2015. Donc, ce règlement désigne comme seule loi applicable à l'ensemble des biens la loi du pays dans lequel le défunt vivait. Ce texte concerne tous les États membres de l'Union européenne, concerne tous les États membres sauf le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Donc désormais, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui s'applique à l'ensemble de la succession. Concernant la fiscalité, il n'y a aucun changement. Maintenant, si une personne est décédée au Maroc et elle a plusieurs nationalités, donc en fait, il faut pas, c'est toujours la nationalité marocaine qu'on va prendre en considération. Donc, si la personne est marocaine musulmane, c'est le droit musulman qu'on va appliquer. Si la personne a plusieurs nationalités, elle est marocaine, donc juive marocaine, c'est le droit hébraïque qu'on va appliquer. J'ai fait un peu le tour de la question et j'ai envie de dire aussi que l'organisation du patrimoine est le gage d'une transmission réussie. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser de son vivant à transmettre son patrimoine. C'est un facteur de paix sociale et de prospérité économique. Il est bon de préciser que le notaire devra être associé à toutes ces réflexions parce qu'il est avant tout le maître d'œuvre en matière de gestion patrimoniale. Il devra néanmoins avoir recours, s'attacher au service d'autres experts pour apprécier la valeur du bien. Il y a une anecdote sur la fragilité, sur la vie, qui dit que la mort est un manque de savoir-vivre. Donc, en prévoyant la transmission de notre patrimoine après notre mort, cela peut être un savoir-vivre posthume et en évitant des dissensions à nos héritiers. Voilà. Très bien, c'est un sujet très très intéressant, surtout à l'ère d'une prolifération des mariages mixtes déjà, et pour assurer sa succession, pour assurer l'avenir de ses enfants ou même de sa fratrie. Monsieur Bnis, Maître Bnis, si vous avez envie de rajouter quelque chose.
Donc là, Léa, ma consoeur, elle a essayé d'aborder le sujet dans sa globalité. Effectivement, je voudrais rajouter une petite chose par rapport à ce qu'elle vient de dire, se rapportant à la kafala. Voilà. Ah oui, effectivement. Voilà, Oui. la kafala. C'est important. Voilà, il y a une loi qui existe au Maroc, c'est la kafala, ce qui est communément appelé en France et en Europe l'adoption. Donc, au Maghreb, le kafala, il est régi par une loi. Et qu'il y a une loi fiscale qui vient de la mettre en valeur. Parce que quand on a un enfant pris en kafala et qu'on veut lui acheter, on veut lui faire des donations, on veut le gratifier, la loi fiscale, elle ne le reconnaissait pas. Donc c'était un étranger, si on voulait faire une disposition à titre gratuit, notamment une donation, on payait les droits d'enregistrement au plein tarif, comme si c'était une vente. Et la personne qui donne le kafil, voilà le mukfal bih, voilà, le kafil, il payait la TPI. Mais à compter de la loi de finances, je suppose 2018-2019, la loi est venue pour assimiler le kafala à une donation, comme la donation en ligne directe entre époux, entre enfants et entre frères et sœurs. Donc l'acte de donation entre les deux personnes, le mukfal bih, elle produit ses effets fiscaux en matière de gratuité. Donc l'acte de donation, il est enregistré au tarif réduit de 1,5 et la personne qui donne ou bien qui fait la donation, elle bénéficie de la gratuité de la TPI. Auparavant, non, il fallait payer la TPI, l'impôt sur le revenu profit foncier. C'est la nouveauté et je rebondis là-dessus pour vous l'expliquer. Très bien. Et c'est toujours limité au tiers de son patrimoine? Non, la donation, c'est le testament qui est limité au tiers. Oui. Voilà. Mais la donation, on peut donner à qui on veut et quand on veut, bien sûr, qu'on soit sain d'esprit. C'est une disposition particulière du Code des obligations et des contrats. Donc toute personne peut donner la pleine propriété ou bien l'usufruit, comme a évoqué ma consoeur, ou bien la nue propriété d'un bien à un membre de sa famille en ligne directe, Oui. ou bien dans le cadre de la kafala, voilà, ou bien il y a la sadaqa, c'est une sorte de donation, mais liwajillah, à une personne étrangère notamment de la famille. Voilà. Très bien. Monsieur Bargash? Bien comme vous venez de le dire, et je suis d'accord avec vous, la transmission de patrimoine est un sujet passionnant. La preuve en est, c'est qu'avec Kawsar, c'est toujours arraché ce sujet-là, qui va animer. Et tantôt c'était elle, tantôt c'était moi. Mais on le faisait avec un esprit de collaboration. Et l'essentiel, c'est qu'on arrivait à transmettre les messages. Notamment à la communauté des Marocains vivant à l'étranger ou aux étrangers. Parce que, comme vous le savez, on passe toute une vie à développer un patrimoine. Mais il arrive à un moment où il va falloir, on ne sait pas quel âge, est-ce que c'est 50 ans, c'est 45 ans, c'est 50 ans, 60 ans, on ne sait pas. Mais il y a un âge où il faut se dire, bon, c'est le moment de passer le flambeau. Et si on devrait le faire, on le fait d'abord en poursuivant plusieurs objectifs. Il faut protéger le conjoint survivant, il faut protéger les enfants, il faut protéger les proches, une maman, un parent lointain, mais des fois on a un enfant vulnérable dans la famille et on a des actifs et comment on va faire pour les attribuer. Il y a deux façons de faire. Soit qu'on décide de ne rien faire et au plus tard, à 120 ans, si on arrive à vivre 120 ans, tout va être réglé par le droit successoral. Maintenant, quand on est marocain, les choses étant claires, c'est le droit musulman qui s'applique pour à la ligne, les choses sont ce qu'ils sont. On sait que, comme vient de me dire ma consoeur, la fille va hériter de la moitié du garçon, l'épouse va avoir un huitième en présence d'enfants, un quart en absence d'enfants, la totalité s'il y a vraiment personne. Mais la problématique se pose justement quand il y a ce qu'on appelle des éléments d'extranité.
soit qu'il y ait des biens à l'international, soit que des personnes portent des nationalités différentes, des statuts confessionnels différents. Et c'est là où justement le rôle du notaire intervient pour conseiller. Et en matière de succession, aujourd'hui, depuis l'adoption de ce règlement européen, je peux vous assurer que ça nous a donné du fil à retordre, puisque imaginons un Marocain qui vit aujourd'hui en Europe, du fait de l'application universelle du règlement européen, le règlement justement 650-de 2012, entré en vigueur 17 août 2015, s'il décède, il y a un article 22 qui pose une règle de conflit qui est en simple. En cas de décès, en fait, on applique à la succession la loi du dernier domicile. Très bien. Si le domicile étant la France, le Marocain se verrait appliquer pour sa succession le droit français, qui est un droit qui est essentiellement laïque. Mais ce droit laïque, ce droit européen, ne va s'appliquer qu'en Europe, parce que du fait au Maroc, du fait qu'il est marocain musulman, on ne lui appliquera pas la loi française, on va lui appliquer le droit marocain. Et du coup, sa succession va être régie par deux règles, par deux ensembles, et une scission, ce qu'on appelle successorale, deux ensembles de règles qui vont s'appliquer à la même succession. Le droit français pour les biens situés en France, le droit marocain pour les biens situés au Maroc. Il y a un ordre des successibles en France, il y a un autre ordre au Maroc. Et donc là, ce qu'on n'arrête pas de dire à nos compatriotes, puisque le règlement européen nous donne un outil extraordinaire, exceptionnel, qui est le professeur juriste, l'article 24, qui permet à ce Marocain d'opter pour la loi nationale à travers un testament, pour dire que c'est la loi nationale qui doit s'appliquer à ce moment-là. En cas de décès, le notaire français va devoir appliquer la loi marocaine. Et de cette façon-là, on assure une gestion cohérente, uniforme de la succession, parce qu'il y aura une seule loi, c'est la loi marocaine qui va s'appliquer. Inversement, un étranger qui décède au Maroc, on applique toujours le règlement européen. J'ai dit il a une portée universelle. Comme il décède au Maroc, on va lui appliquer le droit marocain, avec les règles que vous connaissez. Mais quand on interroge le droit marocain, on interroge le droit marocain dans sa globalité. Également les règles de conflit. Et dans les règles de conflit, nous avons d'ailleurs sur la condition civile des étrangers qui prévoit que pour les étrangers, on applique leur loi nationale. Et heureusement qu'il y a une jurisprudence de la Cour de cassation de l'époque qui permettait le renvoi vers la loi française. Et donc, nous, notaires, quand il y a un étranger qui décède, on applique sa loi nationale. Très bien, je voulais juste ajouter un petit quelque chose par rapport aux assurances vie qu'on nous considérons comme étant un mode universel de transmission du patrimoine, puisqu'on peut tout faire avec, notamment la clause. Ma consoeur a dit que ça échappe aux créanciers parce que, effectivement, l'argent qu'on a investi sur le contrat n'appartient plus au souscripteur, mais il est dans les provisions mathématiques de la compagnie, donc il appartient à la compagnie, et c'est pour cela que les créanciers ne pourront pas mettre la main dessus, mais également, il échappe également aux règles successorales. Dans la clause bénéficiaire, on peut mettre n'importe qui. En dehors, bien sûr, il y a une exception à cela. C'est la notion de la prime manifestement exagérée. C'est-à-dire qu'un vieux qui a 70 ans, qui décide de vendre sa villa pour mettre le produit de la vente sur un contrat... 70 ans, on n'est pas vieux. On n'est pas vieux à 70 ans. Aujourd'hui, on n'est pas vieux à 70 ans. Mais ceci dit, fiscalement, il est considéré comme étant vieux. Mais c'est vrai, à 70 ans, il peut aller jusqu'à 120 ans, je viens de le dire. À 70 ans, il vend un produit de vente qu'il va mettre sur un contrat. Il désigne sa maîtresse ou il désigne une personne sur son contrat d'assurance. Le contrat va être cassé. Parce que justement, la prime est manifestement exagérée.
Donc ce sont des choses qu'il faut absolument connaître. Très bien. Quand on est en train de transmettre son patrimoine, c'est un moment chargé d'émotions parce qu'il va falloir imaginer, vous mettez vos enfants autour de vous, et beaucoup évitent parce qu'ils ne veulent pas annoncer leur grand départ, il faut leur dire nous sommes toujours là, et donc c'est le moment de vérité. Je vais donner à Flan, c'est pour ça que la donation de partage est un excellent outil de transmission, puisqu'il y a un consensus. Aujourd'hui, il y a une évolution des mentalités. Je pense que avant, les parents n'osaient pas en parler, ou bien ils se disaient si les enfants parlent de transmission de patrimoine, s'ils en parlaient à leurs parents, généralement, et certains parents pensaient que les enfants les mettaient déjà dans leur tombe. Ouais. Alors qu'en fait, quand on a travaillé toute une vie, c'est dommage que par la suite qu'il y ait une mésentente, parce que les biens aussi perdent leur valeur. Donc il faut parler des problèmes et quand on a des biens à plusieurs étapes dans la vie, c'est bien de penser à transmettre et à discuter avec les enfants et avec les conjoints aussi. Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a plusieurs moyens de transmettre le patrimoine, donc il est important d'organiser sa succession. Ça reste toujours un tabou dans notre société marocaine. Exactement. Comme on dit, Chouma, non, Machi le Waqt Baqi, etc. Mais je pense que notre société marocaine doit envisager de préparer leur succession. Parce qu'on est au Maroc et forcément on entend parler des problèmes post-succession entre frères et sœurs, cousins, oncles, tantes. Et je suppose que si une personne essaye de mettre... Bon, on ne va pas à l'encontre du fait de parier sur la vie d'une personne, absolument pas. Le mouti yaïna haq. Dans un sens purement pratique, on peut essayer de planifier sa succession. Oui. Voilà, sans léser personne, bien sûr. Oui. Exactement. Voilà, on ne peut pas y déroger du tout, mais on peut le planifier plus ou moins. Merci, Maître Mounir. Je voudrais citer un confrère à nous qui lui aussi travaille beaucoup sur la transmission du patrimoine, c'est Maître Faisal Benjeloun. Et lui, je sais que c'est un grand militant. Et je sais que sur le plan fiscal, il était parmi les premiers confrères au Maroc à attirer notre attention sur une disposition fiscale qui existe dans le Code général des impôts, notamment l'article 751 ter du Code général des impôts. Et ça, on ne réalisait pas vraiment. C'est que dans toutes les familles marocaines, on a certainement un enfant, un parent, une tante, etc., qui vivent en France ou en Europe de façon générale. Ben, ce qu'on sait, en France notamment, et ce qu'on ne sait pas, c'est que cet article-là, 751, 53 ter, c'est qu'à partir du moment qu'on est marocain, on a vécu durant 6 ans, sachant que les 6 ans peuvent ne pas être de manière continue. On prend des fractions qu'on peut coller pour faire les 6 ans durant les 10 dernières années. Oui. On devient contribuable fiscal. Très bien. Ça veut dire qu'en cas de décès du papa ou de la maman, et que lui, il devient héritier du fait où il reçoit une donation, et bien le fisc français va percevoir un impôt sur cette donation. Très bien. D'accord. Donc ça, c'est quand même important d'attirer l'attention. C'est quand même important à signaler. Je vous remercie tous de votre présence et restez avec nous pour la prochaine thématique avec nos notaires.